Mais c'était un appel très long, 1 h et 20 minutes de conversation, ils ont parlé de tout. Lula a dit que c'était une conversation très amicale et qu'elle a déjà apporté quelques résultats, comme vous allez le voir ensuite, n'est-ce pas? Lula appelle Trump et propose de reprendre les négociations sur les droits de douane. C'était le point le plus important de leur conversation, les droits de douane. Lula a dit: écoute Trump, on te donne de mauvaises informations, tu imposes des tarifs au Brésil sur la base de fausses informations qu'on te transmet, on t'induit en erreur. C'est ce que Lula a dit. Voilà ce qu'il a dit. Bien sûr, en lançant une petite pique à Marco Rubio. Et là, Trump a dit: non, ouvrons les négociations alors, reprenons la discussion. Regardez ça. Lula dit à Trump que le Brésil n'a pas besoin de classification pour combattre le crime organisé. Ils ont aussi parlé de cette question de classer les organisations criminelles comme organisations terroristes. N'est-ce pas? Et Lula a dit, pour qu'on puisse combattre le crime, il n'est pas nécessaire de faire ce changement, parce qu'on fait déjà le travail de lutte ici, n'est-ce pas? De quoi ont-ils parlé? Qu'ont-ils dit après des mois, puisqu'ils ne s'étaient pas parlé depuis mai? Depuis mai, c'est un article de BBC News Brésil, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Lula était aux États-Unis, il a été reçu en grande pompe, il y a eu un déjeuner entre les présidents, n'est-ce pas? Il y a eu toute cette cérémonie d'honneur et tout ça. Après ça, ce n'était que des attaques, puis Flavio a rencontré Trump, et puis Trump a commencé à annoncer des droits de douane, il a commencé à attaquer le gouvernement brésilien. Marco Rubio, encore plus que Trump d'ailleurs, n'est-ce pas? Et ils ne s'étaient toujours pas parlé, depuis mai, et là on est déjà en août, presque en septembre. Et donc Lula a décidé de prendre cette initiative qui a donné le principal résultat, qui est celui-ci, regarde. Après un appel entre Trump et Lula, les ministres du Brésil et des États-Unis reprennent les discussions commerciales. Le secrétaire au commerce des États-Unis, qui est l'équivalent ici au Brésil du ministère de l'Industrie et du Commerce, a appelé son homologue ici au Brésil, le ministre Marcio Elias Rosa, pour discuter. Et il a dit, écoute, Trump nous a demandé de rouvrir les négociations, alors discutons, d'accord? Rouvrir les négociations avec les États-Unis est une excellente nouvelle, parce que nous sommes perdants avec cette histoire de droits de douane. Et c'est aussi une façon de faire comprendre, ou du moins d'essayer, hein, parce que ce type est imprévisible, mais d'essayer de faire comprendre à Trump que Lula n'est pas une menace pour les États-Unis, bien au contraire. Lula s'est toujours bien entendu avec les États-Unis, il s'entendait même mieux avec les républicains qu'avec les démocrates, aussi incroyable que cela puisse paraître. Il a été très proche de George Bush, hein, et pas si proche que ça d'Obama, parce qu'Obama a aussi fait quelques coups bas, donc pour te donner une idée, il s'entendait bien avec les républicains. Donc encore une fois, cette conversation, apparemment, hein, apparemment, a donné des résultats maintenant. Donald Trump, hein, on peut s'attendre à tout de lui, y compris à rien, rien du tout. Selon le Datafolia, Lula obtient 39 au premier tour et Flavio Bolsonaro à 33%. Ce sondage vient juste de sortir, il y a moins d'une demi-heure qu'il a été publié par la Folha de Sao Paulo et par Globo News, hein. Alors regardez, dans la première enquête du Datafolia, après le début officiel de la campagne présidentielle et l'enregistrement des candidatures, Lula obtient 39 et Flavio Bolsonaro 33 au premier tour. Au deuxième tour, le candidat du PT est en tête avec 20%. Donc c'est ça, Lula avait 40%, il est descendu à 39%. Comme c'est seulement un point, ça ne compte même pas comme une baisse, c'est une oscillation parce que c'est dans la marge d'erreur et dans la marge d'erreur, ce n'est pas une baisse. Donc c'est pratiquement comme s'il était stable, il avait même 40%. Maintenant, il a 39%. Flavio avait 33%, il reste à 33%. Donc il y a une différence de 6 points de pourcentage, c'était 7, maintenant c'est 6 points de pourcentage, une différence au-dessus de la marge d'erreur au premier tour. Au second tour, ils sont à égalité à la limite de la marge d'erreur qui est de 2 points de pourcentage en plus ou en moins. À la limite, les deux peuvent avoir 45%. À la limite, c'est la possibilité la moins probable, mais elle existe, n'est-ce pas? Au second tour, Lula a 47%, il avait 48%. Flavio avait 43%, il reste à 43%. Donc il s'est passé la même chose, Lula a perdu un petit point en comparaison avec Flavio Bolsonaro, mais il reste encore en tête, donc voilà. On voit que la situation évoluait en faveur de Flavio, mais ça s'est stabilisé, il a arrêté de progresser et Lula a aussi arrêté de baisser. Donc c'est un bon signe pour la campagne de Lula qui subit beaucoup d'attaques à cause de cette histoire avec Luling, hein. Impressionnant. C'est Paolo Motorim, journaliste qui était à l'Intercept, maintenant il est à l'ICL, n'est-ce pas? L'expert admet ne pas avoir comparé les dépenses de Dark Horse avec les prix du marché parce que Flavio a dit comme ça: non, nous avons déjà présenté les comptes. Qu'est-ce qui est apparu? Il y a une expertise sur le film disant que le film a coûté 75 millions.
Quelle est cette expertise? D'abord, l'expertise a été commandée par la société de production du film elle-même. Donc le rapport d'expertise est déjà suspect, n'est-ce pas? Parce que c'est une partie intéressée dans l'histoire qui paie. Deuxièmement, il n'a pas comparé, par exemple, si le cachet était au prix du marché, si le montant payé aux figurants était au prix du marché, si le décor, si les costumes coûtaient le prix du marché. Parce que les gars peuvent avoir surfacturé l'affaire pour détourner une partie de l'argent, n'est-ce pas? Donc il a admis, Motorim, Paolo Motorim, a parlé avec le gars qui a fait cette expertise et il a dit non, mon expertise était seulement pour découvrir s'il y avait de l'argent public dans le film. Comme l'argent venait de Banco Master, ce n'était pas de l'argent public. Il a dit ça, mais c'est de l'argent public, parce que c'est l'argent des retraités et des pensionnés de plusieurs endroits du Brésil, tu vois. Mais il a dit non, j'ai seulement été engagé pour faire ça. Donc cette expertise ne veut absolument rien dire. Il n'y a eu qu'une reddition de compte. Et Flavio Bolsonaro va continuer à être sommé de s'expliquer ce qu'il a fait avec les 61 millions de reais qu'il a reçus de Daniel Vorcaro, le plus grand escroc du Brésil. Il va devoir expliquer ça très clairement, hein. Enfin, des procureurs de l'opération Lava Jato sont soupçonnés d'avoir divulgué des informations sur l'affaire Lulinha. C'est ce que rapporte le magazine Veja selon des sources de la police fédérale. Le magazine Veja a publié hier l'article, disons, le plus complet sur l'affaire, le plus long article sur le sujet, mais ce n'est pas encore complet car il s'agit encore de fragments, n'est-ce pas? Mais enfin, que se passe-t-il? Paulo Gonet, le procureur général de la République, a dans son cabinet 5 procureurs qui faisaient partie de l'opération Lava Jato, c'est-à-dire 5 procureurs qui détestent Lula. Ils le détestent de toutes leurs forces. Et là, la police fédérale soupçonne que ce sont ces gars-là, parce qu'ils ont aussi accès aux informations de l'enquête, que ce sont ces gars-là qui auraient divulgué à la presse, qui font ces fuites systématiques à la presse, n'est-ce pas? Y compris la fuite qui a été faite au magazine Veja, qui a publié l'article le plus complet sur l'affaire. Donc, Paulo Gonet, qui a été nommé par Lula, mais qui est conservateur, a appelé ces gars de l'opération Lava Jato, ces gars dont on sait déjà qu'ils ont volé lors du précédent procès, n'est-ce pas? Dans le procès de Lula, déjà. Oui, oui, des magouilles pour pouvoir condamner Lula et l'empêcher de participer à l'élection de 2018. Maintenant, ces gars-là sont dans le bureau du procureur général de la République. Tu penses qu'ils ont été punis pour ce qu'ils ont fait dans l'affaire Lava Jato, n'est-ce pas? Pas du tout. Ils n'ont pas été punis du tout. Ils sont là, dans le bureau du patron du ministère public fédéral. Et là, le soupçon de la police fédérale, c'est que c'est elle qui va enquêter, qui va rassembler les informations et découvrir qui est à l'origine de la fuite. Et au moment où ils découvriront qui est à l'origine de la fuite, cette personne qui fait fuiter, si tant est que ce soit une seule personne, hein, ça peut être plus, enfin, il sera tenu responsable conformément à la loi. Et c'est une violation du secret de fonction, c'est le nom du crime que la personne a commis. Et elle va payer. Elle peut même être expulsée. Si c'est l'un des procureurs, il sera expulsé du ministère public. Si c'est un policier fédéral, il sera expulsé de la police fédérale. Cela peut arriver. Et il peut même aller en prison, tu sais. En prison, selon la situation. Alors attendons de voir, parce que tout indique que la fuite a été faite par des gens qui détestent Lula et qui détestaient déjà Lula depuis quelques années. Ce groupe de la Lava Jato ne s'arrête jamais. C'est impressionnant comme il ne s'arrête jamais.